Hop, je vois qui est fait. Bonsoir du coup à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux sur cette deuxième version de Opération de terrain, cette deuxième visio sur le traumatisme de la colonne vertébrale. On va passer à la slide suivante, Daniel, si tu veux bien. Euh, voilà. Voilà. Donc je me présente, me représente pour celles et ceux qui étaient là la première fois. Je suis Cédric Labarbe, responsable pédagogique au pôle formation bénévole de la Croix-Rouge française. Je serai accompagné de Daniel Méran qui va animer du coup cette classe virtuelle sur la thématique du traumatisme de la colonne vertébrale. Je suis également en présence de Julien Papos, qui est infirmier national et membre de l'équipe pédagogique nationale à la Croix-Rouge française, et Alexis, qui est formateur national au Centre national de formation de la Croix-Rouge à Montrouge. Julien et Alexis auront pour mission de récolter vos questions. Questions que vous pouvez poser dans l'espace Q et R en bas sur Zoom ou dans l'espace discussion, on ira les récupérer. Et puis comme ça, on aura un temps de questions-réponses à la fin animé par Julien et Daniel. On peut passer à la slide suivante. Je me fais un sondage parce que c'est ça qui me gêne. J'ai un truc à Ah, faire. pardon, attends, je ferme mes fins au sondage. 43% de personnes ont hâte que la visio commence. Voilà, maintenant ça devrait être bon. Super. Pour rappel, cette visio, c'est votre visio. Il faut qu'elle vous parle. Il faut que les thématiques que l'on va aborder vous intéressent et soient en lien avec votre quotidien. Et c'est pour ça que à chaque fin de visio, on vous partagera un questionnaire de satisfaction pour savoir si la visio, le format vous a plu et si la thématique abordée aussi. Et on met ça en place tous les mois, un jeudi par mois jusqu'à fin 2024. Et on remercie les associations présentes, partenaires du regroupement interassociatif, la Fédération française de sauvetage et de secourisme, la Croix-Blanche, l'UNAS, l'Ordre de Malte, et puis la Croix-Rouge française. La vidéo est enregistrée, donc on la mettra sur YouTube, ça je l'ai déjà dit. On va pouvoir du coup débuter avec Daniel, qui va pouvoir nous parler du traumatisme du rachis. Merci bien Cédric, merci Julien et Alexis. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir effectivement de vous retrouver pour ces vidéos, ces visios. La dernière fois, nous avions abordé les douleurs thoraciques et cette fois-ci, on va être plutôt dans la traumatologie, on va aborder les traumatismes du rachis. On va faire un petit peu différemment que la dernière fois. En tout cas, la présentation est un petit peu différente. La dernière fois, j'avais surtout axé effectivement la présentation sur le bilan, puisque vous avez vu que dans une douleur thoracique, l'important, c'était surtout l'examen qui recueillait toutes les informations nécessaires pour orienter correctement le patient, la victime. Eh bien, là, la prise en charge d'une personne qui présente un traumatisme du rachis ou qui est suspecte d'un traumatisme du rachis, c'est en fait une prise en charge qui est relativement traditionnelle et relativement simple avec les bilans classiques. Bon, si vous utilisez le système des regards, vous utilisez votre premier, deuxième, troisième et quatrième regard avec un examen complet de la victime et surtout la recherche donc, de lésions puisqu'on est dans un contexte traumatique. Et par contre, se pose comme question, en tout cas pour le sauveteur, c'est est-ce que la victime est suspecte ou est susceptible d'avoir un traumatisme du rachis, éventuellement un traumatisme du rachis instable qui peut entraîner des complications neurologiques. Et donc, est-ce que nous devons immobiliser ce patient? Comment l'immobiliser? Avec quoi? Comment le relever? Comment le transférer ensuite à l'hôpital? C'est surtout ces problèmes-là que l'on va plutôt envisager. On va se tourner plutôt là-dessus, plutôt que sur l'examen de la victime, qui est, somme toute, assez traditionnel que vous retrouvez dans tous vos guides de formation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme du rachis? Eh bien, d'abord, c'est une lésion, ce sont des lésions, un ensemble de lésions qui sont post-traumatiques, qui surviennent donc après un traumatisme, et qui vont entraîner des lésions qui sont osseuses et articulaires, puisque, on va le voir, le rachis, c'est un empilement d'os et d'articulations, qui peut entraîner ce que l'on connaît, des étirements ligamentaires qu'on appelle les entorses, des fractures, c'est-à-dire des ruptures d'os, mais aussi, effectivement, parfois un déplacement, notamment d'une vertèbre sur l'autre, avec ce qu'on appelle des luxations. Et la vertèbre peut être éventuellement tassée, mais cela correspond toujours, effectivement, à une fracture. Et bien sûr, cette lésion, eh bien, elle siège au niveau de la colonne vertébrale.
Le traumatisme du rachis reste quand même quelque chose d'important, notamment en traumatologie routière, même si le nombre d'accidents de la circulation diminue et donc le nombre de traumatisés diminue, il n'en reste pas moins que les traumatisés du rachis, aussi bien en traumatologie routière qu'en traumatologie de loisirs ou en traumatologie professionnelle, sont encore assez présents, puisqu'on a plus de 10 000 cas en France, avec plus de 1 000 à 1 500 qui présentent des traumatismes vertébraux médulaires, c'est-à-dire avec une lésion de la moelle épinière. Une mortalité qui reste quand même relativement élevée, puisqu'elle est de 17%, mais on va voir que cette mortalité n'est pas toujours liée ou due uniquement au traumatisme du rachis, mais peut-être liée à d'autres lésions, puisque 7% en fait, de la mortalité sont liés à des traumatismes vertébro-médulaires isolés, non accompagnés d'autres traumatismes. Les complications, ce sont effectivement les complications neurologiques que l'on va rencontrer, mais on va expliquer tout ceci. Elles apparaissent à peu près dans 14 à 30% des cas en fonction des études, et 12% peuvent présenter, 12% des patients peuvent présenter en fait une aggravation neurologique secondaire, c'est-à-dire qu'ils ne surviennent pas forcément au moment du choc, mais secondairement dans les heures, voire dans les jours qui suivent le choc. Comme vous le voyez ici, les causes essentielles, c'est l'accident de la circulation, avec ensuite, bien sûr, les chutes. Les agressions représentent à peu près 17%, comme la traumatologie en activité sportive, qui est à l'origine de traumatisme vertébro-médulaire. Les lésions du rachis, d'abord, lorsqu'elles sont essentiellement cervicales, puisque la grande majorité, notamment sur cette étude, de lésions apparaissent au niveau du rachis. Ensuite, ce sont des lésions qui sont situées au niveau des vertèbres dorsales, c'est-à-dire au niveau de la colonne vertébrale dorsale, et ensuite, un peu moins, au niveau lombaire et au niveau sacré. Dans cette étude, qui porte sur 356 patients, on peut avoir plusieurs lésions sur plusieurs patients, et elles sont donc comptées dans le résultat. Mais le rachis cervical reste quand même excessivement exposé, et c'est surtout lui, finalement, qui va présenter le plus de lésions, et puis, vous le savez, naturellement, avec les complications les plus graves. Comme je vous le disais, le traumatisme vertébro-médulaire n'est rarement isolé. Il est souvent associé à d'autres lésions. La lésion médulaire, on la retrouve dans 5 à 10% des traumatismes crâniens, donc souvent associé à des traumatismes crâniens, et on conçoit bien sûr pourquoi. Dans 10 à 30% des polytraumatismes, c'est-à-dire des patients qui présentent des multitraumatismes qui entraînent un risque vital, avec un risque de décès rapide du patient. Et 30% en fait des traumatisés sont accompagnés de traumatismes du thorax ou de traumatismes abdominaux. C'est pourquoi, lorsque finalement vous êtes en présence d'une victime qui présente un traumatisme, et notamment un polytraumatisme ou un traumatisme grave, il faut toujours envisager qu'il y ait associé une lésion, notamment du rachis et éventuellement de la moelle épinière. Néanmoins, il faut parfois, même pour des traumatismes mineurs, on peut avoir des lésions de la moelle épinière, voire des traumatismes du rachis, c'est-à-dire des traumatismes osseux, particulièrement en fonction de l'âge, pour parfois des chutes qui sont peu importantes, notamment chez la personne âgée qui est ostéoporotique, où l'on va retrouver notamment, donc, effectivement, la notion de chute, pas parfois très importante, mais elle existe, mais par contre, où l'on va peut-être retrouver aussi des signes qui nous orientent vers le rachis, voire vers une atteinte neurologique. L'hémorragie abdominale et le traumatisme crânien sont les causes essentielles du décès, c'est-à-dire que pour les patients qui présentent des traumatismes vertébraux, souvent ils ont des polytraumatismes et quand ils décèdent, ils vont décéder de traumatologie, d'hémorragie abdominale ou ils vont décéder de traumatisme crânien. Enfin, chez le traumatisé grave, le traitement de la détresse vitale est une priorité. Naturellement, si l'on conçoit que le traumatisé du rachis souvent présente aussi un traumatisme thoracique ou un traumatisme abdominal, le risque de ces deux traumatismes, c'est bien sûr l'hémorragie interne, et de fait, la détresse vitale entraînée par cette hémorragie est à l'origine du pronostic en fait de ce patient. Donc, il faut garder à l'esprit que même chez des sujets qui sont graves, même chez des sujets qui ont des traumatismes thoraciques et abdominaux, il peut y avoir associé un traumatisme médulaire, et il faut effectivement le prendre en compte. Alors, je reprends ici l'anatomie, si vous voulez, un petit peu de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale a deux fonctions, en fait, essentielles. La première, c'est de supporter, en fait, le poids du corps. C'est une fonction qui est mécanique. Ça vous permet de bouger, ça vous permet de vous déplacer, de maintenir la station debout, de pivoter. Et puis, la deuxième fonction de la colonne vertébrale, c'est bien sûr de protéger la moelle épinière. Quand vous regardez, par exemple, ici, on va le regarder sur cette vue de profil, vous voyez la partie antérieure ici de la colonne vertébrale où s'empilent les disques vertébraux
qui sont séparés par des disques, c'est ce qui est à l'origine de la fonction de la station debout, puisque c'est ce qui va vous permettre de vous mouvoir. Mais à l'arrière, dans la partie postérieure de la vertèbre, et donc de la colonne vertébrale, vous avez un canal qui est le canal vertébral à l'intérieur duquel passe la moelle épinière et d'où sort de la moelle épinière les nerfs rachidiens. Et là, on a donc une fonction de protection. Et vous comprenez que ce triangle-là, constitué en avant par la partie osseuse du disque et du corps vertébral et en arrière, si vous voulez, par les apophyses épineuses, bien, cette zone triangulaire, c'est la zone qui ne doit pas être touchée dans un traumatisme parce qu'il y a une lésion de cette zone, il y a une instabilité et surtout, il y a un risque de lésion médulaire et donc de complications neurologiques dans le traumatisme vertébral. Le rachis est assez long, hein. Vous avez 7 vertèbres cervicales, vous avez 12 vertèbres dorsales ou thoraciques, vous avez 5 vertèbres lombaires et ensuite 5 vertèbres sacrées qui ont la caractéristique, c'est qu'elles sont soudées les unes aux autres, alors que les autres sont séparées en avant d'un disque intervertébral et à l'arrière, il y a des articulations qui permettent à chaque vertèbre de se mouvoir par rapport aux autres. En ce qui concerne la moelle épinière, attention, la moelle épinière ne descend pas jusqu'en bas. La moelle épinière s'arrête dans la partie basse de la partie dorsale, c'est-à-dire à ce niveau. Et après, ce sont les nerfs qui descendent pour éventuellement sortir plus bas. Mais en dessous, au niveau de la partie lombaire et sacrée, il n'y a plus de moelle épinière. Elle s'est déjà arrêtée plus haut. Il n'empêche que des lésions à ce niveau peuvent entraîner des lésions neurologiques par atteinte des nerfs qui circulent à l'intérieur du canal vertébral. Alors, les différents mécanismes qui sont à l'origine de ces lésions et qui constituent ce qu'on appelle les lésions primaires, et qui sont souvent donc directement la fracture, l'entorse ou la luxation, ça peut être soit des mécanismes de flexion, hyperextension, c'est classiquement ce qu'on appelle le coup du lapin dans les accidents de la circulation, avec un mouvement avant et un mouvement arrière entraîner notamment, la colonne vertébrale va se plier en avant puis se plier en arrière sous l'effet du poids de la tête. Donc on a en avant une flexion et en arrière une extension. Vous pouvez avoir des fractures par compression, alors c'est surtout ce qu'on appelle la fracture du plongeur, hein, qui plonge dans une eau peu profonde, où vous allez avoir en fait un tassement par une compression, en fait, notamment du rachis cervical sous l'effet de la tête qui tape sur un plan dur. Vous avez les fractures par étirement qui sont relativement moins importantes. Et puis éventuellement, mais relativement rares, les fractures par pénétration, où vous avez par exemple une balle qui va, ou à la rigueur une lame, j'allais dire, qui peut traverser effectivement la colonne vertébrale et aller entraîner une lésion médulaire. Il y a ensuite des lésions qui sont ce qu'on appelle les lésions secondaires, et vous comprenez que ce sont des lésions qui vont atteindre en fait la moelle épinière et les nerfs qui se retrouvent en arrière. Cette moelle épinière et ces nerfs peuvent être atteintes directement par la structure osseuse qui se déplace. Notamment l'os peut se déplacer et venir comprimer, voire sectionner la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle les déchirures neuronales, qui peut entraîner une transection, ou une contusion, ou une commotion en fait de la moelle épinière, comme on l'a effectivement sur la peau lorsque l'on reçoit un choc. Il y a un bleu qui peut se constituer dans la moelle épinière, mais cette contusion et cette commotion, elles entraînent des lésions vasculaires. Et ces lésions vasculaires vont évoluer et elles peuvent entraîner une ischémie, c'est-à-dire un manque d'arrivée de sang au niveau de la moelle épinière et constituer à partir de là, secondairement, une lésion de la moelle. Et cela, ça apparaît la plupart du temps après l'accident. Donc, une lésion, lorsqu'elle apparaît au moment de l'accident, n'est pas définitive. Elle peut s'aggraver secondairement et même parfois, on n'a pas de signes neurologiques au début, en post-accident immédiat, mais les signes neurologiques vont apparaître secondairement parce qu'il y a une auto-aggravation par des mécanismes vasculaires ou par une libération de substances toxiques, et ce n'est que secondairement que les troubles vont apparaître. Ils apparaissent d'ailleurs parfois au début sous la forme de ce qu'on appelle de yo-yo, c'est-à-dire ils apparaissent, ils disparaissent, puis après ils apparaissent et persistent, et ensuite vont éventuellement persister dans le temps complètement, puisque s'il n'y a pas de bonne vascularisation de la moelle épinière, et si celle-ci est comprimée, il va y avoir une mort cellulaire par compression. C'est pour ça qu'il faut intervenir chirurgicalement pour décomprimer la moelle et refixer l'os. Autre élément d'auto-aggravation qui est important, ce sont les lésions associées. Vous comprenez bien que la moelle épinière, elle doit être complètement oxygénée. Pour être correctement oxygénée, il faut que le sang arrive chargé en oxygène et il faut donc qu'il y ait suffisamment de pression. Donc tout ce qui peut entraîner une baisse de la pression partielle en oxygène, par exemple sur une détresse respiratoire,
tout ce qui peut entraîner une baisse de la pression artérielle va entraîner une mauvaise circulation au niveau de la moelle épinière et peut secondairement, bien sûr, aggraver un traumatisme vertébral. Donc, un patient qui a un traumatisme vertébral qui a associé une détresse respiratoire ou une détresse circulatoire va aggraver, en fait, son traumatisme vertébral à cause de la détresse qui s'est installée. Quels sont les signes cliniques que l'on peut rencontrer? C'est ce que vous allez rechercher, notamment lorsque vous allez effectuer votre bilan. On va y revenir tout à l'heure dans la procédure de prise en charge du patient et notamment dans l'immobilisation. Vous voyez que dans cette étude-là, donc, qui a été publiée il y a quelque temps, mais qui est intéressante parce que c'est sur un grand nombre de patients et l'on recherche les signes qu'ont présenté les patients à la suite d'un traumatisme vidulaire, 37% ont présenté des douleurs lombaires, 15% des douleurs cervicales, 13% des douleurs dorsales. Donc, vous voyez que la douleur n'est pas toujours présente dans un traumatisme vertébral. Donc, il ne faut pas rechercher que la douleur. Il peut y avoir des signes neurologiques sans douleur. Le traumatisme crânien, je vous l'ai dit, attention, le traumatisme crânien, le traumatisme thoracique, les traumatismes abdominaux, notamment lorsque vous avez un traumatisme avec une cinétique qui est importante, caractérisé par exemple dans un accident de la circulation par des véhicules excessivement déformés, par la présence d'autres blessés graves, voire de décédés dans le même accident. Cela signe que la violence du choc a été telle qu'il y a aussi bien sûr de fortes chances qu'il puisse y avoir en même temps chez le patient que vous prenez en charge un traumatisme du rachis. Les troubles sensitifs ne sont retrouvés que dans 8% des cas, donc vous voyez qu'au début, on n'a pas toujours des signes qui sont évidents pour identifier correctement l'existence d'un traumatisme du rachis. Alors, et c'est là où je voulais en venir, en fait, on avait une habitude souvent d'immobiliser les patients et de les immobiliser d'ailleurs trop, puis on va y revenir là-dessus. Et donc, il y a en fait 5 questions auxquelles je voudrais que l'on réponde ensemble. Il y a 5 questions qui sont importantes pour comprendre quelle est la conduite à tenir devant une personne suspecte d'un rachis, d'un traumatisme du rachis, et notamment dans la conduite à tenir. Est-ce qu'il faut immobiliser la personne ou pas? Et quels moyens, quelles méthodes, quel matériel on va utiliser pour immobiliser ou pour relever cette victime? Première question, c'est doit-on immobiliser un traumatisme du rachis ou pas? La deuxième question, c'est pourquoi il faut immobiliser un traumatisme du rachis lorsqu'on l'immobilise? Troisièmement, est-ce que l'immobilisation d'un traumatisme du rachis peut être néfaste et entraîner des complications chez la victime qui est immobilisée? Quatrièmement, quand est-ce qu'il faut réellement immobiliser le traumatisme du rachis? Et ensuite, on verra effectivement comment faire. Donc, je vous propose de débuter par la première question. Doit-on immobiliser un traumatisme du rachis ou pas? Alors, je vais vous parler d'une étude qui date d'il y a quelques années, mais qui date de 1998, donc elle n'est pas plus jeune, et pourtant elle est relativement intéressante. En fait, c'est une étude donc, qui a été réalisée à 2 endroits différents. Premièrement, dans une université qui est l'université de Malaya, et la deuxième à l'université du Nouveau-Mexique. Donc, on est dans 2 pays différents, où il y a des hôpitaux qui sont absolument identiques en termes de structure, en termes de soins, en termes de formation des personnes qui prennent en charge des patients. Donc, 2 hôpitaux qui reçoivent des patients qui sont absolument identiques. La seule différence, si vous voulez, entre les 2 études, puisqu'on étudie sur 5 années tous les patients qui ont été amenés à ces hôpitaux et qui présentaient des traumatismes du rachis, eh bien, la grande différence, c'est que dans l'université, dans l'hôpital universitaire de Malaya, en préhospitalier, en fait, les patients étaient amenés directement par des personnes privées, mais en tout cas n'étaient pas immobilisés, alors qu'au Nouveau-Mexique, c'est un dispositif de prise en charge un petit peu à l'américaine, avec des paramédics, et pratiquement tous les patients suspects d'un traumatisme du rachis, en fait, arrivaient à l'hôpital immobilisés. Eh bien, cette étude montre que l'incapacité neurologique était moindre chez les patients qui arrivaient à l'hôpital lorsqu'ils n'étaient pas immobilisés. C'est-à-dire qu'il y avait un meilleur pronostic des patients à l'université de Malaya, où l'on n'immobilisait pas les patients, lorsqu'on les comparait à ceux qui avaient été hospitalisés au centre hospitalier de l'université du Nouveau-Mexique, où il y avait plus de complications. Alors, on pourrait se dire, il faut arrêter d'immobiliser les patients. Bon, c'est un petit peu, je vous ai montré cette étude-là parce qu'elle est quand même relativement intéressante. Elle lance, j'allais dire, un pavé dans la mare. Il ne faut pas généraliser, mais déjà, donc en 1998, on commençait à se poser des questions sur quel est l'intérêt d'immobiliser des patients, est-ce qu'il faut les immobiliser ou pas. Donc depuis 1998, on continue à immobiliser les patients, alors qu'on sait qu'il y a peut-être des problèmes dans cette immobilisation. Alors, pourquoi il faut immobiliser un traumatisme du rachis? Alors,
Dans les différentes études qui existent, on a de 3 à 25% des atteintes de la moelle épinière qui surviennent après le traumatisme. C'est-à-dire qu'au départ, au moment du traumatisme et un traumatisme immédiat, on n'avait pas de manifestations neurologiques. Et secondairement, les patients vont présenter des manifestations neurologiques, des paralysies et éventuellement des handicaps après profonds, même importants, après leur prise en charge. Ces données sont quand même relativement anciennes, mais on sait qu'il y a des aggravations. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ces aggravations peuvent être dues au fait qu'ils aient mal été transportés, mal pris en charge, peut-être non immobilisés, et transportés comme ça à l'hôpital? Ça, c'est la première réponse à laquelle on peut donner. Mais je vous rappelle, et n'oubliez pas, que je vous ai dit que lorsque les lésions neurologiques apparaissaient, elles n'apparaissaient pas toujours de suite et qu'elles pouvaient être liées à l'évolution en fait, de la lésion dans le temps avec réapparition secondaire de ces signes. Deuxièmement, on sait que les fractures du rachis sont souvent multiples, je vous en ai parlé, elles ne sont pas uniques, et que lorsque l'on désimmobilise, j'allais dire complètement le rachis, puisqu'il perd sa notion de continuité, eh bien, l'immobilisation va le maintenir, et on va y revenir là-dessus. Et puis, malgré tout, depuis ces 30 dernières années, où l'on a développé quand même tout un dispositif de prise en charge des patients que vous connaissez bien avec le maintien de la tête, l'utilisation de dispositifs d'immobilisation tels que le collier cervical, les plans durs, etc. Malgré tout, globalement, il y a une amélioration de la prise en charge des patients quand on le compare à ce que l'on faisait il y a 15 ou 20, voire 30 ans avant. Donc, on est quand même scientifiquement, et les experts pensent qu'il faut quand même immobiliser, mais qu'il y a des moments où il faut immobiliser et d'autres où ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, il faut que la colonne vertébrale, si vous voulez, l'objectif est de ne pas aggraver, en fait, excusez-moi, l'objectif est de ne pas aggraver une lésion existante, notamment au cours du transport et de la prise en charge, lorsqu'elle existe. Et on sait très bien que pour ne pas aggraver, en fait, il faut autant que possible maintenir immobile le rachis, c'est que la meilleure position dans laquelle le rachis est la position la plus, j'allais dire, la plus physiologique et où le canal vertébral est le plus ouvert pour protéger sa moelle épinière et ne pas la comprimer, c'est la position neutre. Toutefois, il faut bien tenir compte de la physionomie des patients. Et c'est vrai que la position neutre classique sur le dos avec la tête très légèrement surélevée sur un plan dur chez un jeune de 25 ou 30 ans, c'est très faisable. Chez une personne âgée de 80 ans qui a une scoliose du rachis, c'est complètement impossible de la maintenir sur un plan dur. Et ça, ce sont des données dont il faut tenir compte, alors que dans les études, en fait, elles sont très, très peu envisagées. Donc, dans les preuves scientifiques en matière d'immobilisation du rachis, il y a en 2005, donc ce qui n'est pas très vieux, une revue de la littérature qui a été réalisée, qui, sur les études qui ont été étudiées, sur les différents articles qui ont été étudiés dans cette revue de la littérature, elle montre que, par contre, lorsqu'on immobilise un rachis, on limite complètement, en fait, sa mobilité. Et ceci, on le trouve même sur des études chez des patients qui sont des patients sains. Si on prend par exemple, je ne sais pas moi, 35 secouristes, qu'on les immobilise sur un plan dur ou sur un matelas coquille et qu'on mesure la mobilité de la colonne vertébrale, on voit bien que ces techniques d'immobilisation limitent la mobilisation du rachis. Or, c'est quand même ce que l'on veut obtenir pour ne pas aggraver une lésion éventuelle de la moelle épinière. Donc, on sait que quand même, les techniques d'immobilisation sont efficaces pour limiter les mouvements du rachis. Maintenant, est-ce qu'elles sont efficaces pour éviter une aggravation du patient? Pour l'instant, on est pratiquement dans l'impossibilité de le dire. Et voilà, la dernière preuve scientifique qui est quand même importante, c'est la Cochrane, qui est vraiment l'organisme mondial qui réalise des revues de la littérature, qui a réalisé une revue de la littérature sur les techniques d'immobilisation du rachis et où, après avoir étudié des quantités phénoménales de publications, ils indiquent en conclusion que les effets de l'immobilisation du rachis sur la mortalité, sur les conséquences neurologiques et sur la stabilité du rachis ne sont pas certains. Nous n'avons pas suffisamment de preuves scientifiques pour dire que le fait d'immobiliser un rachis permettra d'éviter une aggravation certaine. On pense que oui, les experts pensent que oui, mais en matière de revue de la littérature, eh bien, on n'arrive pas à le prouver. Alors, est-ce que l'immobilisation peut être néfaste aux patients? Est-ce qu'il y a des études qui ont montré que le fait d'immobiliser un rachis savait altérer l'état du patient? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, elles ne portaient que là-dessus.
Il y en a plusieurs, vous en avez ici quelques-unes qui sont citées. Premièrement, l'immobilisation du rachis cervical, particulièrement avec un collier cervical, entraîne une difficulté pour libérer les voies aériennes. Donc, chez des patients qui ont perdu connaissance et que vous voulez ventiler, lorsque vous avez un collier cervical, ça rend plus difficile la ventilation artificielle. Et si la ventilation artificielle, notamment au masque, est mal faite, ça peut être néfaste au patient. On part sur une probabilité au départ de lésion du rachis cervical, voire d'une atteinte médulaire. Par contre, on est certain qu'il a du mal à respirer, qu'il faut le ventiler. Eh bien, le collier cervical rend difficile la liberté des voies aériennes. Deuxièmement, on a montré aussi que l'attelle cervico-thoracique et de même que l'immobilisation sur un plan dur entraîne une réduction significative de la fonction pulmonaire. Donc, on limite la fonction pulmonaire parce que vous allez, c'est normal, vous allez encercler le patient, vous allez le resserrer, donc vous entraînez une diminution de sa capacité respiratoire. Alors, chez un patient qui va bien, c'est-à-dire chez un patient qui est sain, qui n'a pas de problème respiratoire, ça va, mais chez un patient qui aurait en même temps effectivement une détresse respiratoire ou un traumatisme du thorax associé, on peut avoir des effets néfastes sur sa fonction respiratoire. Et on l'a bien remontré aussi, ou des études sur l'analyse de la fonction pulmonaire chez les patients qui sont immobilisés avec un collier cervical sur un plan dur ou avec un collier cervical et immobilisé sur un matelas coquille, dans les deux cas, on s'aperçoit aussi qu'on a une restriction de la fonction respiratoire. Deuxièmement, il y a des études qui analysent la pression intracrânienne des patients. Il y en a plusieurs. Il y a 5 études qui ont montré que lorsque l'on place un collier cervical, cela entraîne une élévation de la pression à l'intérieur du crâne du patient. Alors pourquoi? Parce que en encerclant le cou, on limite le retour veineux et donc on augmente la pression à l'intérieur du crâne. Vous le voyez ici sur ce dessin. Vous avez à gauche, verticalement, la pression intracrânienne et à droite, le temps. À la 3e minute, ici, on place un collier cervical. Chaque ligne correspond à un patient. Il y a 5 patients. Et on s'aperçoit bien que dans la grande majorité des cas, dès qu'on a placé un collier cervical, on a une élévation de la pression intracrânienne. Chez un patient qui va bien, chez un sujet normal, ce n'est pas très néfaste. Mais imaginez quelqu'un qui a un traumatisme du crâne. L'élévation de la pression intracrânienne est un facteur aggravant d'un traumatisé crânien. Il faut qu'on ait une pression intracrânienne basse si on veut encore que le sang arrive au cerveau. Plus la pression intracrânienne augmente, moins le sang arrive au cerveau, voire n'arrive plus au cerveau. Donc, c'est un des facteurs aggravants. Troisièmement, mais moins important, ce sont des lésions cutanées qui sont liées à la pression. Alors, ces études-là, en fait, elles ont étudié en fait les lésions cutanées que l'on peut avoir particulièrement au niveau du cou, au niveau de l'angle de la mâchoire, voire au niveau du dos et du bas du dos, lorsque les patients sont immobilisés. On a vu des lésions qui apparaissaient pour des colliers cervicaux qui ont été mis en évidence, qui mis en place très tôt et qui ont été maintenus pendant les premières heures. Mais après, il y a beaucoup d'études qui montrent en fait ces lésions, mais sur des patients qui ont gardé le collier cervical longtemps, notamment après à la suite de chirurgie du rachis. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre donc, du préhospitalier. Mais c'est vrai que les colliers cervicaux, voire même les plans durs, peuvent entraîner des ulcérations cutanées chez les patients, secondairement, après dans les jours qui surviennent après leur transport à l'hôpital. Enfin, on a étudié les douleurs et le confort des patients, notamment pendant leur transport, ce qui est important parce que quand on a mal, vous le savez, quand on a mal, on a toujours tendance à bouger pour rechercher la bonne position où on a moins mal. Donc, l'important, c'est d'arriver à maintenir le patient pour qu'il n'ait pas mal, qu'il soit confortablement installé et qu'il n'ait pas mal, et pour qu'il ne bouge pas. Et donc, on s'aperçoit là aussi que l'immobilisation sur un plan dur provoque des phénomènes douloureux modérés à sévères au-delà de la 30e minute. Et on retrouve des douleurs occipitales et lombosacrées qui sont significativement plus intenses avec un plan dur qu'avec un matelas immobilisateur à dépression. Et même les Américains ont essayé de transformer un petit peu leur plan dur en mettant des dispositifs de rembourrage avec des dispositifs de mousse, voire de rembourrage qui se gonflent, donc vous pouvez en voir un petit peu sur Internet, pour essayer de diminuer ces phénomènes douloureux qui sont liés à la pression. Marc, amusez-vous à vous faire transporter dans une ambulance ficelée sur un plan dur et vous allez me dire au bout de 10 minutes si vous avez pas mal au dos. Enfin, et je ne terminerai pas là parce que c'est une des complications majeures, c'est l'immobilisation qui a été étudiée associée aux plaies du tronc. En effet, il y a une étude rétrospective sur de nombreux patients qui est très intéressante, qui ont pris tous les patients qui arrivaient à l'hôpital qui présentaient une plaie du tronc, c'est-à-dire soit une plaie cervicale, soit une plaie thoracique, soit une plaie abdominale.
quelle que soit la cause de cette plaie. Donc, une plaie qui risquait d'entraîner, bien sûr, une détresse vitale, la plupart du temps par hémorragie, eh bien, on s'est aperçu que les patients qui arrivaient immobilisés avec une plaie thoracique ou abdominale ou cervicale, comparés à des patients qui arrivaient immobilisés, qui arrivaient non immobilisés, avec le même type de plaie, eh bien, les patients immobilisés mouraient 2 fois plus. Alors, il est bien évident que lorsque vous avez une suspicion d'un traumatisme du rachis et lorsque vous avez une plaie thoracique ou une plaie abdominale et une plaie cervicale, le risque majeur est lié à l'hémorragie et donc à la détresse circulatoire qui va rapidement s'installer. La seule façon d'arrêter cette hémorragie, c'est bien sûr le bloc opératoire où le chirurgien va pouvoir arrêter l'hémorragie. Plus on met du temps à aller au bloc opératoire, plus on meurt. L'immobilisation, ça nécessite du temps et ce temps d'immobilisation que l'on passe à immobiliser est néfaste au patient parce qu'en fait, il aggrave sa détresse circulatoire et c'est comme ça qu'on explique effectivement cette étude. D'où l'importance, notamment dans nos conduites à tenir, de dire attention, un patient qui a une plaie thoracique, une plaie abdominale, une plaie cervicale, ne perdez pas du temps à l'immobiliser, transportez-le rapidement à l'hôpital. Ce n'est pas pour autant qu'il faut le plier en 4. Prenez soin quand même lorsque vous le mobilisez, mais ne perdez pas du temps à faire une immobilisation complète parce que le pronostic du patient, il est à sa plaie et pas forcément à la suspicion du traumatisme du rachis. Alors, quand immobiliser un traumatisme du rachis, au vu des effets éventuellement positifs, au vu des effets néfastes que l'on connaît, qu'est-ce que l'on peut donner comme recommandation? Et ça, c'est la recommandation que l'on a effectuée il y a plusieurs années au niveau, du Comité national de protection civile et au niveau donc, des recommandations que vous avez, qui sont éditées par la DGSCGC. On n'est quand même plus au temps du Moyen-Âge où, d'ailleurs, les cavaliers étaient déjà immobilisés quand ils arrivaient au sol. Il suffisait donc de les mettre sur un brancard. Alors, on va donc là essayer, on va donc refaire un petit peu comme la dernière fois. On va donc effectuer un cas pratique. Et puis, on va travailler là-dessus. J'ai une petite fenêtre qui s'affiche là. Je vous explique le cas. Toujours pareil, j'ai pris un cas qui existait. J'ai caché les noms, tout ça, et on va prendre quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, vous prenez un homme. Déjà, on vous appelle pour un homme que l'on découvre endormi au rez-de-chaussée dans une cage d'escalier. Une cage d'escalier, il y a une personne, en fait, les voisins trouvent une personne qui est allongée par terre dans la cage d'escalier. En plus, ça sent l'alcool, ça sent le vomi, et du coup, ils appellent les secours. Vous arrivez sur les lieux, vous vous trouvez en face d'une personne d'à peu près 30-40 ans, c'est un homme, il est allongé sous l'escalier. Quand vous l'appelez, il répond, pas très bien, mais enfin, il réagit, il répond, il ouvre les yeux, mais il exprime difficilement ce qu'il a, il a du mal à expliquer réellement ses lésions, ce qu'il ressent, sa plainte, si ce n'est que vous percevez quand même qu'à un moment donné, il vous dit avoir mal au cou. Il est un peu incohérent dans ses propos, il bouge les mains, il remue les membres inférieurs, tiens, il bouge les mains, il bouge, il n'est pas paralysé, donc c'est souvent ce qu'on dit. Vous, dans votre bilan, vous effectuez la mesure de vos fonctions vitales, il a une fréquence respiratoire à 19 par minute, une fréquence cardiaque à 105, une pression artérielle à 110-95 avec une SPO2 à 96%. On prend même la glycémie, avec pas grand intérêt ici, elle est à 1,4 g par litre. Et donc ma question, et puis ensuite on va aller plus loin, donc c'est qu'est-ce que vous allez faire? Première question, c'est je maintiens sa tête à 2 mains, je place un collier cervical, je réalise un bilan complémentaire tout en lui demandant de ne pas bouger la tête, je l'installe en position de demi-assise et administre de l'oxygène. Alors, sur les réponses, pour l'instant, ça se bagarre entre je maintiens sa tête à 2 mains et je réalise un bilan complémentaire tout en lui demandant de ne pas bouger la tête. On est à 53% pour le bilan, 40% pour le maintien de tête et on a 5% qui place un collier cervical, mais personne, pour l'instant, une personne, pardon, installe la victime en position demi-assise et administre de l'O2. Il me dit quand j'arrête. Eh bien, on va arrêter. Voilà. Donc, si on regarde là, on est à 55% de personnes qui réalisent un bilan complémentaire et 38% qui maintient cet état de main. Ok, merci. Bon, alors je passe à celui-là. Alors, vous savez, moi je suis assez gentil dans les réponses aux questions. Alors, quand tu me mets un truc, je ne peux plus passer. Voilà. En fait, bon, ce qui est important de faire, si éventuellement. Alors, déjà, ma question serait
pourquoi vous mettez la tête à deux mains? Il n'y a pas de notion de traumatisme, là, hein. Il n'y a aucune notion de traumatisme. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'aller plus loin. On n'a pas suffisamment d'informations. Cette personne, elle est retrouvée au sol. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'elle présente réellement comme lésion? Est-ce qu'il y a des lésions? Éventuellement, ce qui me passe par la tête, c'est de me dire, moi, si c'est un traumatisme, elle a peut-être d'autres lésions. Il faut que je les recherche. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres lésions. Et surtout, bien sûr, je lui ai demandé, en tout cas s'il comprend, je vais dire, ne bougez pas, on va vous examiner, restez comme ça, et éventuellement, si vous voulez effectivement que quelqu'un lui maintienne sa tête, c'est pas une erreur, non. Mais surtout, il faut poursuivre le bilan parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations actuellement pour réellement dire ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas du tout de mécanisme d'accident. On ne sait même pas si c'est un traumatisé ou si c'est un malade qu'on a découvert au fond de l'escalier. Et c'est d'ailleurs là la grosse difficulté de cette intervention. Alors, excusez-moi, ça c'est chaque fois que j'ai le... Voilà. Alors, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Toutes les victimes qui présentent un traumatisme du rachis ou qui sont suspectes d'un traumatisme du rachis doivent être immobilisées jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est le grand adage qu'on avait jusqu'avant. Le problème, c'est cette notion de suspicion. Qu'est-ce qu'une suspicion? Quand est-ce qu'il faut suspecter un traumatisme du rachis? Parce qu'on a un doute, parce qu'on a peur de ne pas bien faire. En fait, on immobilisait pratiquement tout le monde. Et ça a été justement une des grosses complications, notamment aux États-Unis, avec les effets secondaires que l'on a rencontrés sur beaucoup de personnes qui étaient immobilisées alors qu'elles n'avaient pas de lésion du rachis et qui, secondairement, se sont plaintes des complications qu'elles ont eues à cause de cette immobilisation qui n'était pas forcément nécessaire et parce qu'on les avait immobilisées trop fréquemment. Enfin, on avait posé trop souvent cette indication alors qu'elle n'était pas forcément nécessaire. Qu'est-ce qu'on sait dans les bases scientifiques actuelles? Est-ce que toutes les victimes traumatisées doivent bénéficier d'une immobilisation du rachis ou devons-nous immobiliser seulement les victimes suspectes de traumatisme du rachis? Auquel cas, que veut dire suspecte? Eh bien, on ne peut dire suspecte que si on se base sur des critères précis. Donc, il faut trouver des critères correctement définis et éprouvés. Alors, comment on a fait? Et là, on va aborder le fameux algorithme ou arbre décisionnel de l'immobilisation des patients. Eh bien, on est parti d'une habitude que l'on avait dans les hôpitaux et dans les services d'urgence. On a le même problème. Quand le patient arrive, quand vous nous amenez le patient qui est suspect d'un traumatisme du rachis, est-ce qu'on lui fait une radio du thorax? Est-ce qu'on y fait un scanner, voire un IRM, en sachant que ce sont quand même des examens qui ne sont pas sans complications? Il y a quand même une irradiation qui est importante, notamment pour le scanner, voire pour les radiographies. Donc, est-ce qu'il faut, particulièrement chez la femme enceinte, chez l'enfant, donc est-ce qu'on leur fait une imagerie médicale ou pas? Donc, on se posait la même question. Et donc, on a mis en place, si vous voulez, dans le service des urgences, des arbres décisionnels en disant, ce patient-là, il ne rentre pas dans le cadre de l'arbre décisionnel, on ne fait pas de radiographie, ce n'est pas nécessaire parce qu'on est pratiquement certain qu'il n'a pas de lésion du rachis. Et inversement, si le protocole est positif, on va faire des radios du rachis. Donc, en fait, on a pris les mêmes critères. Alors, ici, ils ont plusieurs noms, on appelle ça le clearance C-spine, ça ce sont surtout les Canadiens. Il y a un autre algorithme qui s'appelle le Nexus, et après il y en a d'autres qui ont sorti le Nexus-like. En fait, peu importe. Donc, on est parti de signes que présente la victime ou que l'on constate qui tiennent compte à la fois du mécanisme de l'accident, mais des plaintes de la victime, voire de ce que l'on peut constater au cours de l'examen, voire aussi de la morphologie des antécédents et de l'âge de la victime, pour décider si oui ou non on réalise une radiographie, et pour nous, en préhospitalier, si oui ou non, on immobilise le patient. On est parti de l'adage, si à l'hôpital, il ne réalise pas de radiographie du rachis, pour certains patients, pourquoi nous les immobiliser pendant le transport? Voilà le principe qui a été utilisé. Donc, on a mis en place un protocole de sélection des patients qui permet d'immobiliser la grande majorité des victimes qui présentent réellement un traumatisme du rachis. Le but, c'est que ceux qui présentent réellement une lésion du rachis, voire médulaire, sont immobilisés, mais il ne faut pas immobiliser à tort des patients qui n'ont pas de traumatisme du rachis parce qu'on sait que l'immobilisation peut entraîner des effets secondaires. Et c'est sur la base en fait de ces nouvelles études que l'on a mis en place ces critères de décision qui sont que vous connaissez et qu'on va revoir dans l'algorithme de prise en charge du patient. Et bien sûr, ce sont les personnels de secours qui sont chargés d'appliquer ce protocole. On s'est basé essentiellement sur un protocole qui est le Nexus Live parce que c'était à peu près le plus adéquat, celui qui avait à peu près les mêmes critères que ceux que l'on voulait donc utiliser.
Que disent les recommandations en même temps? Je passerai rapidement sur la recommandation de l'ILCOR qui dit « Nous déconseillons l'utilisation des colliers cervicaux par les équipiers secouristes ». Attention, l'ILCOR s'adresse au premier intervenant. On n'est pas dans le secouriste en équipe qui transporte à l'hôpital. On est vraiment, si vous voulez, c'est le PAPS, disons. C'est le PAPS. C'est l'équipe de secours où ils sont à deux. En clair, le collier cervical, ce n'est pas quelque chose d'urgent. On le mettra peut-être à un moment donné, mais ce n'est pas en urgence qu'on le met. En 2016, c'est les Anglais qui avaient déjà travaillé là-dessus et qui disaient qu'il ne faut plus mobiliser tout le monde. Ça a été suivi par les Néo-Zélandais qui ont dit la même chose et qui ont aussi proposé des protocoles d'immobilisation des patients. Et puis, dernièrement, est sortie une revue de la littérature. Ce sont les Norvégiens, en fait, qui ont fait leur revue de la littérature et qui ont aussi dit la même chose. Il faut des critères précis pour décider si on immobilise ou pas. Et d'ailleurs, ça a fait le buzz, cette recommandation norvégienne. Elle est parue dans la presse générale et beaucoup en ont entendu parler, alors que ça faisait quand même depuis plusieurs années qu'on disait qu'il ne fallait pas les immobiliser. Donc, nous sommes dans ce cas-là. Lorsque l'on a un traumatisme pénétrant de la tête, du cou et du thorax, on l'a déjà vu tout à l'heure, attention, n'immobilisez pas, ne perdez pas du temps à immobiliser. L'urgence, elle est à la détresse vitale, à la détresse circulatoire. Donc, on prend des précautions lorsqu'on transporte le patient, mais on ne perd pas de temps à l'immobilisation, en tout cas corps entier, parce que ça prend du temps. S'il n'y a pas de traumatisme pénétrant de la tête, du cou, du thorax, on examine le patient. Là, il est important que, pour que le protocole fonctionne, j'allais dire, il faut que l'examen soit fiable. C'est-à-dire qu'il faut que la victime soit suffisamment consciente, qu'elle soit suffisamment, j'allais dire, éveillée pour répondre correctement aux questions, qu'elle ne soit pas confuse, qu'elle communique correctement, qu'elle n'ait pas pris de drogue ou d'alcool qui peut altérer ses sensations, notamment la douleur qui disparaît souvent. Il ne faut pas qu'elle ait des lésions, ce qu'on appelle des lésions qui peuvent cacher ou confondantes, qui peuvent cacher l'examen ou rendre difficile l'examen et empêcher de vérifier réellement si on a des lésions neurologiques ou pas. Et bien sûr que la victime ne présente pas une détresse vitale qui empêcherait d'examiner correctement le patient. Donc, il faut que l'examen soit fiable. S'il n'est pas fiable, on considérera, en tout cas sur un mécanisme important, avec une victime dont on ne peut pas réaliser son examen, on considère qu'il existe un traumatisme du rachis et on va donc l'immobiliser. Si l'examen est fiable, je peux examiner correctement le patient, je vais rechercher des signes d'atteinte du rachis. Les signes d'atteinte du rachis, ce sont les signes d'atteinte des os et des articulations. Elles se traduisent comment? Par des douleurs, ça fait mal, pas toujours, on l'a vu, mais ça fait mal spontanément, ça fait mal quand on bouge. Des fois, le patient, il va bien, puis quand il bouge la tête, il dit « Aïe, j'ai mal quand je tourne la tête ». Donc, ce sont des douleurs qui peuvent être provoquées notamment au mouvement. Ça peut être des douleurs aussi que vous pouvez percevoir lorsque vous touchez le rachis à l'examen. Alors, on ne vous dit pas de mobiliser le patient, mais juste en posant les doigts au niveau du rachis sous le cou, vous pouvez déclencher un phénomène douloureux. Donc, ces douleurs traduisent la plupart du temps un signe d'atteinte de la partie osseuse du rachis, et lorsqu'elles sont présentes, vont naturellement, là aussi, imposer l'immobilisation. L'absence de signes d'atteinte du rachis, c'est-à-dire de douleur, n'est pas pour autant, on l'a vu, la douleur n'existe pas toujours, ce n'est pas pour autant qu'on dit qu'il n'y a pas d'atteinte du rachis. Non, s'il n'y a pas d'atteinte du rachis, on va alors à ce moment-là rechercher des signes d'atteinte de la moelle épinière, c'est-à-dire des complications, c'est-à-dire des compressions de la moelle osseuse, de la moelle épinière ou des nerfs, qui vont se traduire par une diminution, une perte de la force musculaire. Donc, c'est le patient qui ne peut pas serrer les mains, qui ne peut pas bouger les pieds, qui ne peut pas donc, faire une contre-force, par exemple, éventuellement, que vous réalisez au niveau de pied. C'est un patient qui se plaint d'avoir des engourdissements ou des décharges électriques ou une sensation de fourmi qui apparaît au niveau des extrémités. Et ensuite, pour des patients plus graves, c'est une perte d'urine qui traduit la plupart du temps aussi un problème neurologique ou de matière fécale et une érection chez l'homme qui ne se voit assez rarement, mais lorsqu'elle se voit, est assez caractéristique d'une atteinte médulaire. En tout cas, si vous avez ces signes, on considère qu'il y a une atteinte de la moelle épinière, en tout cas des signes d'atteinte, auquel cas il va falloir immobiliser le patient. S'il n'y a pas de signes, donc on a un patient qui est parfaitement conscient, qui ne se plaint pas du rachis, qui n'a pas d'atteinte médulaire, à ce moment-là, est-ce que le traumatisme est un traumatisme à haut risque? Alors, si c'est un traumatisme à haut risque, c'est-à-dire où il y a une vélocité du traumatisme qui est élevée, avec une chute sur la tête supérieure à 1 mètre, une chute sur les pieds ou les fesses, un AVP avec une absence de port de ceinture, alors que vous avez un déclenchement des airbags, qui traduisent notamment un important
un important, un traumatisme violent, très important, une collision avec deux roues, notamment les conducteurs ou passagers, ou éventuellement aussi les personnes qui sont à deux roues qui sont projetées au sol. Tout ça, ça consiste effectivement à dire que l'on a effectivement des traumatismes à haut risque. S'il n'y a pas de traumatisme à haut risque, eh bien, il n'y a pas d'immobilisation. Alors, excusez-moi, ce n'est pas un non à droite, mais c'est un oui à droite, je le modifierai. Par contre, si vous avez un traumatisme à haut risque, à ce moment-là, on recherche si oui ou non il y a des facteurs favorisants. Et dans les facteurs favorisants, ce que l'on recherche, vous savez, on va rechercher notamment les traumatismes vertébraux, les chirurgies de la colonne vertébrale, les patients qui ont de l'ostéoporose, qui se plaignent éventuellement régulièrement du dos, et les patients qui sont âgés de plus de 65 ans. Ces patients-là, qui ont des pathologies vertébrales connues, traitées, qui ont eu de la chirurgie vertébrale, ou qui ont des déformations vertébrales, vous le voyez d'ailleurs à l'examen, ces patients-là, s'il y a eu un traumatisme à haute vélocité, on va les considérer quand même comme à risque et on va les immobiliser. En dehors de cela, ce n'est pas nécessaire d'immobiliser, même si vous avez un accident à haute vélocité. Le patient est conscient, il n'a pas mal, il n'y a pas de trouble neurologique, il y a un accident à haute vélocité, il est jeune, il n'a aucun antécédent de la colonne vertébrale, ce n'est pas nécessaire de l'immobiliser. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il n'ait même pas d'imagerie une fois qu'il sera arrivé à l'hôpital. Alors, on va reprendre donc notre patient. C'est toujours le même. Hein. En gros, vous avez la symptomatologie du patient. Vous l'interrogez, c'est difficile, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, donc il y a une perte de connaissance à un moment donné, il ne se souvient plus, mais vous constatez à l'examen des traces de contusion à l'épaule, vous constatez des signes de coups sur le côté du thorax, et il a une plaie au niveau du genou droit. Et la victime vous demande de lui donner son téléphone qui se trouve dans sa poche pour appeler sa sœur. Je vous décris réellement ce qui s'est passé réellement dans la vie réelle. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je décide de l'immobiliser. Je renouvelle un examen des fonctions vitales et notamment neurologiques. Je mets en place un collier cervical et je décide de l'installer sur le brancard après avoir transmis le bilan au centre 15. Alors, nous sommes au coude à coude sur la deuxième position. La première position, en tout cas, 43% des personnes disent qu'ils renouvellent un examen des fonctions vitales. 22% disent qu'ils décident de l'immobiliser et 24% décident de l'installer sur un brancard après avoir transmis le bilan au centre 15. N'hésitez pas à poser vos questions, les questions sont intéressantes, on prend note et on y reviendra en fin de visio. On amène la solution? Allez, on amène la solution. Alors, il ne faut pas l'installer sur le brancard, hein. Ça, ce n'est pas le moment encore. Hein. Bon. Le collier cervical, je vous ai dit, il n'y a pas d'urgence à mettre un collier cervical. Pour l'instant, le patient, il est au sol, on ne le bouge pas. Donc, il nous reste effectivement deux choses. Je décide de l'immobiliser, on a le temps, ce n'est pas urgent. Je renouvelle un examen des fonctions vitales. Ah, chaque fois que j'ai les petits écrans, là, voilà. Il ne veut pas passer. J'ai arrêté de partager de la question. Vraiment, tu peux passer. Oui, mais moi, il est toujours présent. Alors, Attends. Hop. voilà, c'est bon. Ouais. Donc, je vais renouveler un examen des fonctions vitales. Alors, pourquoi? Il y a un élément quand même qui est nouveau. Enfin, il y a deux éléments nouveaux quand même dans cet examen. Outre le fait qu'effectivement, il y a vraisemblablement une perte de connaissance qui traduit quand même la notion d'un traumatisme, puisqu'on voit qu'elle s'associe à l'existence de traces de contusion, donc il a des lésions, qui sont des traces de contusion, hein, ce n'est pas si évident que ça, mais il y a quand même des traces de coups. On pourrait se dire qu'il a été peut-être agressé, vu ces traces-là. Et il y a un élément qui est assez intéressant, c'est quand il vous demande son téléphone. Alors bon, je n'ai pas tout dit là-dedans, effectivement, mais en fait, il n'arrivait pas à attraper son téléphone qui était dans sa poche. Et ça doit vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Il faut réexaminer, en fait, sa motricité. Car quand on va examiner sa motricité, et là on était à peu près à 10-15 minutes, on va s'apercevoir que, alors qu'au départ il bougeait les quatre membres, alors qu'au départ il arrivait à serrer les mains, progressivement il va ne plus arriver à serrer les mains et ne plus arriver à bouger les membres inférieurs. Donc progressivement ici s'installe en fait une paralysie, donc une évolution de son traumatisme. Pourtant il n'a pas bougé pour l'instant au sol, mais son traumatisme est en train d'évoluer et les lésions neurologiques vont commencer à apparaître.
D'où la nécessité de renouveler parfois régulièrement les examens au fur et à mesure de l'avancée de la prise en charge des patients, surtout si vous avez des éléments comme celui-là qui peuvent vous donner, comme je vous l'ai dit, la puce à l'oreille et peut-être vous orienter effectivement vers une décision d'immobilisation. C'est certain que si vous avez dit il va falloir l'immobiliser, c'est certain que ce patient-là, il va falloir me donner qu'il soit immobilisé, bien sûr. Alors, comment immobiliser ce traumatisme du rachis? Eh bien, on reprend le même. C'est ce que je vous disais, il présente une difficulté à bouger les mains et les pieds, il ne se sent pas toujours quand on touche au niveau des avant-bras et des jambes, c'est ce que je vous disais. Maintenant, vous décidez de l'immobiliser avec un collier cervical et un plan dur, un immobilisateur de tête et un plan dur, un matelas immobilisateur à dépression ou une attelle cervico-thoracique. Et là, on rentre dans les moyens que l'on va utiliser pour immobiliser ce patient. Alors, à l'unanimité quasiment, 85% des personnes sur la visio répondent à un matelas immobilisateur à dépression. 6% des personnes disent un collier cervical et un plan dur. 6% un immobilisateur de tête et un plan dur. Et puis en dernière position, une attelle cervico-thoracique. Ok. Bien. Alors, je vais arrêter tout ça aussi, moi aussi, parce que sinon, je n'arrive pas à passer ma diapositive. Voilà. Okay. Alors, en fait, on a un patient qu'il faut immobiliser, donc on a un traumatisme du rachis à immobiliser, on a plusieurs moyens à immobiliser. C'est vrai que le plus simple et le plus efficace, on va voir d'ailleurs pourquoi, le matériel immobilisateur à dépression suffit dans ces cas-là pour immobiliser le patient correctement. Alors pourquoi? Donc, on a donné dans les techniques d'immobilisation 3 vocabulaires qui parfois prêtent à confusion. Le premier, c'est ce qu'on appelle la stabilisation. En clair, c'est il ne faut pas que la victime bouge la tête, bouge son rachis cervical, voire son rachis thoracolombaire, et on le fait sans matériel. Soit on le dit à la victime de ne pas bouger, si elle est suffisamment coopérative et si elle comprend ce qu'on lui dit, soit éventuellement, vous pouvez, comme vous le faites habituellement, à l'aide de mains, stabiliser la tête pour éviter qu'il ne bouge et vous pouvez aider la victime à maintenir sa tête correctement, en tout cas si vous n'en êtes pas sûr, dans cette position. On parle de restriction. Alors la restriction, elle porte surtout sur le rachis cervical, où l'on va utiliser des techniques qui immobilisent en fait le rachis cervical seulement. Ces techniques de restriction sont passagères et doivent souvent être associées à une immobilisation complète. On voit encore trop souvent des patients arriver à l'hôpital en position demi-assise avec un collier cervical autour du cou. Ça, on aurait pu le voir. Il y a des moyens qui sont utilisés pour immobiliser le rachis cervical. Le plus connu, parce qu'on l'a utilisé pendant des années, c'est le collier cervical. Mais vous pouvez aussi utiliser le cale-tête, qui a une semelle qui est glissée modérément, enfin, de quelques millimètres, qui est glissée sous la tête, avec 2 grosses cales de chaque côté. On retrouve encore plutôt dans les pays anglo-saxons les sacs de sable, bien que ça marche bien quand on ne bouge pas, mais après quand on bouge, les sacs de sable des fois se mobilisent. Mais ce sont 2 techniques qu'on peut utiliser. Et après, vous avez l'immobilisation. Dans l'immobilisation, il y a 2 techniques qui sont, j'allais dire, couramment utilisées. C'est soit le plan dur associé au cale-tête, voire au cale-tête et collier cervical, parce qu'on voit des fois les 3, soit le matériel immobilisateur à dépression que l'on peut utiliser avec le collier cervical, on le voit encore assez souvent. Alors, la position, je reviens sur la position neutre avec ce petit schéma. La position neutre, c'est la position normale du sujet. C'est-à-dire que si vous vous mettez contre le mur, en position de garde à vous, j'allais dire, vous allez avoir les fesses qui touchent le mur, vous allez avoir le haut du dos qui touche le mur, mais la tête ne touche pas le mur. Vous avez quelques centimètres, à peu près 2 doigts, entre la zone occipitale de votre tête et le mur qui est derrière. Donc la tête, elle est relativement en avant. Ça, c'est sa position normale. Dans cette position, c'est là où le canal médulaire est le plus ouvert. Dès que vous changez la position, le canal médulaire diminue son volume. Et donc, s'il y a des mécanismes qui déjà compriment la moelle, vous allez aggraver ces mécanismes de compression. Mais je vous ai dit qu'il fallait aussi tenir compte de l'aspect physiologique de la victime. À 65 ans, voire on va dire un peu plus, puisque je les ai dépassés, à 80 ans avec une kyphoscoliose, eh bien, vous avez beaucoup plus de difficultés à se tenir dans une position neutre, mais il va falloir maintenir le patient dans la position physiologique dans laquelle normalement il se trouve. Dans ces moyens d'immobilisation, donc on vient de les citer, collier cervical, bloc de tête, immobilisateur à dépression, plan dur, sangle. Alors, le collier cervical dur
est plus efficace que le collier cervical souple pour limiter les mouvements du rachis cervical. Alors, il y a des études qui montrent que si je prends les colliers cervicaux souples, vous savez, c'est ce qu'on retrouve dans les hôpitaux des fois, ou que quand vous avez quand vous faites ou des entorses cervicales ou que vous avez des problèmes cervicaux liés à l'âge, souvent on vous met ces espèces de colliers qui sont souples. Mais le collier cervical, lui, il immobilise mieux. Ces études sont faites sur des sujets sains, hein. Donc, ça immobilise mieux. Les sacs de sable, je vous ai dit ce que j'en pensais, ça peut être correct. À la rigueur, si vous n'avez pas d'autres moyens, vous pouvez les utiliser. C'est un moyen improvisé que vous pouvez utiliser en l'absence de moyens dans certaines situations difficiles. Et l'immobilisation du rachis est meilleure si le collier cervical est associé à un plan dur. Il y a aussi des études où on a calculé les mouvements de la colonne vertébrale avec les différents moyens. Donc, vous voyez, il y a des moyens qui sont quand même très efficaces pour immobiliser correctement votre plan dur. Cette étude-là, elle est assez intéressante. Elle est en anglais, mais je vais juste vous donner la conclusion, où l'on étudie l'efficacité du full body vacuum splint, en fait, c'est l'immobilisateur à dépression, avec l'immobilisation avec un collier cervical. Donc, on évalue l'efficacité et le confort sur 26 volontaires sains, donc du matelas coquille comparé au plan dur avec ou sans collier. Et on s'aperçoit donc que le matelas immobilisateur à dépression, pour tous les patients, pour toutes les victimes, enfin les volontaires de l'étude disent que c'est plus confortable. Et en plus, quand on étudie les mouvements du patient dans le matelas immobilisateur à dépression et qu'on le compare au plan dur, c'est pareil. Ils ont une efficacité en termes d'immobilisation qui est comparable. Mais le matelas immobilisateur à dépression est plus confortable que les autres. Deuxièmement, toujours en termes d'immobilisation, vous avez ici 25 études biomécaniques qui ont été réalisées. Il y en a une que je vous ai montré un exemple, qui étudie en A, ici, vous avez le plan dur. En B, bon, c'est un outil qui n'existe pas en France, c'est un plan dur avec un dispositif de mousse et de système gonflable. C'est mitigé un petit peu, c'est un plan dur amélioré. Et en C, vous avez le matelas immobilisateur à dépression. Et quand on mesure les pressions en fait exercées sur la peau aux zones de compression par ces moyennes-là, on s'aperçoit que le plan dur est celui qui entraîne le plus de pression au niveau de la peau, et donc c'est celui qui va entraîner le plus de complications cutanées secondaires. Voilà. Donc, du coup, finalement, quand on regarde ceci, dans les techniques d'immobilisation, finalement, le matelas immobilisateur à dépression, il est aussi efficace que les autres. En plus, il est plus confortable. S'il est plus confortable, les gens ont moins mal. S'ils ont moins mal, ils bougent moins. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Alors après, quels moyens d'extraction peut-on utiliser? Vous avez les colliers cervicaux, ça c'est particulièrement si vous faites du secours routier, vous avez l'attelle cervico-thoracique, bien connu, vous avez le plan dur, vous avez les sangs, ce sont des méthodes qui sont des moyens qui sont beaucoup utilisés. Il y en a des nouveaux maintenant qui sont en études, mais il n'y a pas d'études actuellement scientifiques dessus. Ces moyens-là, on les utilise pour effectuer de l'extraction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez votre patient qui est allongé au sol, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est toujours le même patient. On a dit qu'il fallait l'immobiliser sur un matelas à dépression. Mais alors, comment on fait pour le transporter sur le matelas à dépression? Alors, vous décidez d'utiliser comme technique de relevage un pont à plusieurs porteurs, un plan dur avec un roulement au sol, un brancard-cuillère ou un relevage à 2 porteurs. Alors, 83% des personnes nous disent un brancard-cuillère, 19-20% nous disent un pont à plusieurs porteurs, 4% nous disent un plan dur avec roulement au sol et 1% un relevage à 2 porteurs. Non, c'est bien. L'écart est en train de se serrer entre un pont à plusieurs porteurs et un brancard-cuillère. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On félicitera les formateurs hein, parce qu'ils répondent bien. Hein, voilà. Alors, j'ai proposé... Ah, il y a encore le... Hop, il faut que je le fasse partir, lui, il revient 3 fois à chaque fois. Hop, il ne revient plus. Non, voilà. Voilà. En fait, d'abord, si vous avez un brancard-cuillère, utilisez le brancard-cuillère. Dans la situation où on était, quand on a pris en charge ce patient, on a eu suffisamment d'espace, le brancard-cuillère est un dispositif très efficace, on va le revoir, dans le relevage de la victime. Si vous n'avez pas de brancard-cuillère, je sais que dans certaines équipes n'ont pas de brancard-cuillère, utilisez le pont classique que vous avez pour améliorer, que vous appelez à 4 porteurs, si vous êtes 4. On va voir que les études comparatives, d'ailleurs, ils font des ponts à 3, hein, et montrent aussi que c'est relativement efficace. Par contre, les autres techniques sont beaucoup plus mobilisatrices du rachis.
Je vous donne un exemple ici, ce qui est relativement intéressant. C'est dans un laboratoire que c'est fait, c'est dans un laboratoire de biomécanique, où l'on étudie, en fait, vous voyez, un patient qui est à l'intérieur d'un véhicule. Alors, c'est un véhicule qui est reconstitué, en fait. Ils ont, dans un premier temps, ils ont fait un accident avec un véhicule, je ne me rappelle plus quelle est la marque du véhicule. Après, ils ont fait une vision à l'intérieur, enfin, ils ont fait une reconstitution dans le laboratoire du véhicule déformé. Ils ont mis une personne à l'intérieur et ils ont mis des caméras qui vont mesurer en fait les mouvements de flexion, extension, de rotation, etc., du rachis du patient. Donc, vous avez la flexion-extension, la latéralité de la tête et les mouvements de rotation de la tête qui sont étudiés. Premièrement, on va dire à la victime, vous sortez toute seule et vous vous allongez sur un plan dur mis à côté. Je crois que c'était ça d'ailleurs dans l'histoire. Deuxième situation, on va dire au patient, on lui met un collier cervical et on lui dit, vous sortez tout seul et vous vous allongez sur le plan dur. Troisièmement, on va lui mettre un collier cervical et avec 2 secouristes, on va faire une rotation latérale et une extraction latérale en utilisant un plan dur. Si vous faites du secours routier, c'est une technique que l'on apprend. Et quatrièmement, on va mettre un collier cervical, mettre une attelle cervico-thoracique et on va faire une sortie à 2 secouristes avec une rotation latérale, on l'allonge et on le glisse sur le plan dur. Voilà, donc il y avait ces 4 techniques qui étaient utilisées et on s'aperçoit effectivement que la technique finalement qui a entraîné le moins de flexion-extension, de latéralité et de rotation, c'est quand on mettait un collier cervical et qu'on demandait à la victime de sortir toute seule. Donc, par contre, là où l'on avait le plus de mouvements et de façon significative, c'est pour ça que vous avez un petit P en haut, donc statistiquement c'était significatif, c'était surtout lorsque le patient, soit il sortait seul, soit lorsque le patient sortait lorsqu'on sortait le patient à 2 hauteurs en mettant une attelle cervico-thoracique. Et donc, c'est assez intéressant pour montrer que la mise en place d'une attelle cervico-thoracique est mobilisatrice du patient. Elle mobilise beaucoup le patient, surtout en son installation. Et ça, c'est une grosse limite à l'utilisation de cette attelle. Par contre, une fois qu'elle est en place, elle est parfois très utile pour sortir un patient particulièrement inconscient ou qui ne peut pas sortir tout seul pour l'installer sur un brancard parce qu'elle vous donne des points de saisie et est relativement intéressante pour cela. Mais vous voyez qu'elle a quand même des effets secondaires qui sont importants. Donc, aucune technique n'est supérieure à la sortie sans collier cervical ou avec une aide et collier cervical, mais par contre, les mouvements de flexion latérale et de rotation sont beaucoup plus importants lorsque l'on utilise une attelle cervico-thoracique. Donc, dans les techniques de relevage qui sont utilisées, vous avez la technique du roulement, la technique du pont, la technique du brancard-cuillère. Ce sont les 3 techniques donc, qui peuvent être utilisées pour relever ce patient. Là aussi, on a des preuves scientifiques où l'on étudie, notamment sur des cadavres pour lesquels on a déstabilisé le rachis pour bien étudier les mouvements au niveau des fractures, où on utilise effectivement ici le brancard-cuillère et on le compare à 2 autres techniques de relevage qui n'utilisent pas le brancard-cuillère. Et là aussi, de façon significative, l'usage du brancard-cuillère dans le relevage des patients, c'est le moment, en fait, c'est l'outil qui entraîne le moins de mobilisation au niveau du rachis cervical de ces victimes qui sont qui sont des personnes décédées, puisque c'est une étude qui est faite sur cadavre. Donc, on montre là aussi l'intérêt et la faible mobilisation du patient lorsqu'on utilise un brancard-cuillère. En tout cas, si vous en avez et que vous avez suffisamment de place et que l'environnement vous permet de l'utiliser, eh bien, choisissez cette technique-là pour mettre la victime sur un matelas immobilisateur à dépression. Voilà. Donc, pour lever une victime allongée sur le dos, le brancard-cuillère est aussi efficace que le relevage par le pont et génère moins de mouvements du rachis. Parce que la deuxième technique, notamment dans cette étude-là, c'est la technique du pont à 3 sauveteurs. C'est même pas le pont amélioré, c'est le pont à 3, qui est nettement meilleur que le roulement sur un plan dur. D'autres preuves vont exactement dans le même sens pour montrer que lorsque vous relevez un patient, le brancard-cuillère est plus efficace que l'usage d'un plan dur sur lequel vous roulez le patient en le mettant d'abord sur son côté et ensuite en le déposant sur le matelas, sur le brancard-cuillère. On a, vous le voyez sur ces études-là, des mouvements qui sont relativement statistiquement significatifs. Malheureusement, et ça c'est une gros inconvénient de toutes ces études, c'est qu'elles sont souvent faites sur des cobayes, c'est-à-dire sur des sujets sains, mais pas sur des réelles victimes, car c'est très difficile de le faire sur des réelles victimes. Donc, on en déduit qu'en étudiant les mouvements de flexion-extension, on peut en prédire le risque d'aggravation ou pas de ces outils-là.
Donc, le brancard cuillère est un bon outil avec le matelas immobilisateur à dépression. Vous avez d'autres techniques ici qui remontrent exactement la même chose. Je vais y passer dessus. Vous pourrez la regarder. On montre là aussi que la technique du relevage, puisque là, c'est la technique du relevage versus la technique du rollover, du roll-on, comme disent les anglo-saxons, eh bien, il vaut mieux effectuer un relevage traditionnel plutôt que d'utiliser la technique de roulement au sol pour relever vos patients. La plupart des critères donc, sont positifs, en tout cas en faveur du pont. Voilà, les sangles, il y a une étude qui existe sur les sangles qui dit que finalement, si vous voulez sangler correctement votre patient, il faut mettre une sangle en croix, une sangle transverse. C'est une petite étude, sinon il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il faut quand même que le patient soit correctement immobilisé lorsque vous le prenez en charge. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Je n'ai pas parlé d'une étude parce qu'elle porte sur le secours routier. Elle est sortie l'an dernier, enfin en début d'année, qui n'est pas une étude sur des patients, mais c'est une étude, c'est une revue d'experts en fait, et où on insiste beaucoup en disant, notamment en secours routier, dans un premier temps, il faut rechercher la coopération des patients. Et dans leur protocole d'accord, ils disent rechercher les patients qui sont conscients, qui comprennent ce qu'on leur dise. S'ils peuvent vous aider pour s'extraire du véhicule, utilisez-les, même s'ils n'ont qu'une jambe de disponible. Ils peuvent toujours s'aider avec la jambe saine pour sortir. Ça accélère, mais vraiment, la sortie du patient des véhicules et ça diminue les complications et ça diminue la mortalité de ces victimes-là. Donc, rechercher la participation de la victime dans la prise en charge du patient. Un patient qui est conscient, qui comprend et qui participe à son soin, c'est toujours quand même une bonne chose. Les blocs de tête confèrent une bonne restriction des mouvements du rachis cervical et ils ont un avantage, c'est qu'ils ne compriment pas le cou. Il ne faut pas non plus que les blocs de tête compriment trop le cou. Attention, parce que vous avez quand même une latéralité. Vous avez deux veines ici, c'est les veines jugulaires externes. Il ne faut pas trop les comprimer. Il faut comprimer en haut, mais pas trop en bas. Alors que le collier cervical entraîne des complications. En ce qui concerne les techniques de relevage d'une victime, utilisez plutôt le brancard cuillère ou une méthode du pont parce que c'est les techniques les plus efficaces. Le matelas immobilisateur, c'est un dispositif efficace d'immobilisation. Il est confortable, il est adapté à la physionomie des patients. Vous pouvez reprendre exactement la forme de la victime. C'est très efficace. En plus, on l'a inventé en France. Alors, même les anglo-saxons maintenant en achètent et les utilisent de plus en plus. L'attelle cervico-thoracique, elle prolonge le temps de la désincarcération. Son utilisation doit être réduite au minimum. C'est que dans des cas particuliers, très spécifiques, dans le secours routier qu'on va l'utiliser, ou dans vraiment des difficultés de sortir la victime d'une zone où il est incarcéré, ou comme disent les anglo-saxons, entrapment, c'est-à-dire enfermé. Mais sinon, ce n'est pas un outil, j'allais dire, pratiquement à utiliser au quotidien. Les plans durs, ce n'est pas un dispositif d'immobilisation, c'est un dispositif de relevage. Ils vont vous servir à extraire des victimes, effectivement, d'un endroit qui est difficile, parce qu'il vous permet de déplacer la victime tout en maintenant une zone dure en dessous de la victime. Mais une fois que l'on est en zone sûre, il faut transférer la victime sur un matelas immobilisateur à dépression. Le collier cervical, je vous ai dit, ce n'est pas un outil à utiliser en urgence. Si vous l'utilisez parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir maintenir l'axe du rachis, notamment au moment des techniques de relevage, surtout sur des sols qui sont pas plans, sur des environnements accidentés, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le collier cervical. Par contre, lorsque vous l'utilisez, la durée de pause du collier cervical doit être la plus courte possible. Une fois que le patient est dans le matelas immobilisateur à dépression, on desserre le collier cervical, voire même on l'enlève si vous pouvez, mais en tout cas, il faut le desserrer. Une fois qu'il est dans le matelas immobilisateur à dépression, vous mettez des billes de chaque côté de la tête pour maintenir la tête, on n'a plus besoin de collier cervical. Et enfin, pour décider si on immobilise un patient ou pas, vous avez à votre disposition un protocole d'immobilisation, vous devez l'appliquer. C'est le protocole qu'il faut appliquer. On ne l'a pas inventé comme ça, on l'a réfléchi avec de nombreuses études, avec de nombreux experts qui ont travaillé dessus et qui ont décidé ces techniques-là. C'est celui qui est recommandé pratiquement partout à quelque chose de près dans les pays anglo-saxons. C'est aussi celui qui est recommandé par la Société française de médecine d'urgence. C'est celui que nous avons recommandé il y a quelques années. Je vois que vous le connaissez parce que aux questions auxquelles vous avez répondu, en fait, vous avez appliqué le protocole. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire.
Voilà, j'ai à peu près terminé à quelque chose près ce que je voulais vous aborder. Je me suis surtout appesantir à répondre à ces 5 questions pour bien expliquer pourquoi on avait décidé de réaliser cet algorithme, à quoi ça servait. On n'immobilise pas tout le monde. Il y a des patients qu'il faut immobiliser parce qu'il y a un risque. Les patients où il n'y a pas de risque, a priori, on ne les immobilise pas. Ce n'est pas pour autant que vous devez le plier en 4, comme je dis. Vous devez quand même faire attention, maintenir une certaine rectitude. Ce n'est pas des micro-mouvements au niveau du rachis qui vont entraîner un déplacement de la colonne vertébrale, d'autant plus que lorsque vous avez des fractures, il y a souvent une contracture musculaire associée qui rigidifie la colonne vertébrale pour empêcher justement qu'elle se déplace. Comme quoi, nous sommes quand même relativement bien faits. Merci Daniel, je laisse la parole à Julien pour les questions. Merci Daniel pour cette présentation. Vous êtes nombreux à poser des questions. On n'aura pas la possibilité de toutes les passer. Par contre, on va revenir sur la situation, Daniel, que tu as présentée. Oui. Ah oui, je n'ai pas fini. Je ne vous ai pas tout dit là. Voilà, en fait, l'idée là, ce serait de revenir sur le maintien de tête et notamment le fait de quand relâcher le maintien de tête. Parce qu'au début, tu nous présentes la situation et puis tu nous incites à continuer le bilan complémentaire et à demander à la personne de ne pas bouger. Et donc, il y a question parce que dans un cas où on suspecte un traumatisme, et là lié peut-être à l'alcool, du moins à l'incertitude de la situation, voilà, finalement, pour quelle raison on incite plutôt à poursuivre le bilan d'urgence vitale, enfin, poursuivre le bilan complémentaire, pardon, en demandant à la personne de ne pas bouger, versus le maintien de tête. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est surtout demander à la personne de ne pas bouger. Le problème du maintien de tête, c'est qu'on n'a pas de données scientifiques dessus. Or, chez les personnes qui sont agitées, le maintien de tête pourrait avoir un effet plutôt néfaste. J'allais dire, tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque les victimes étaient conscientes, il valait mieux, même dans la nouvelle recommandation, même si les victimes ont mal, si la personne est consciente et coopérante, il faut l'utiliser pour qu'elle sorte toute seule de la voiture. Le principe étant de dire, sa douleur est un facteur limitant lorsqu'elle va bouger. J'ai mal, je vais m'arrêter. Si c'est le sauveteur qui extrait la victime, il n'a pas lu la notion de la douleur de la victime. Donc, il va mobiliser de toute façon la victime au moment de l'extraction, ça c'est évident, et il n'aura pas la douleur comme facteur limitant de son action. C'est pour ça qu'on préconise dans un premier temps plutôt que ce soit la victime elle-même qui se maintienne en position d'immobile. Maintenir une tête en stabilisation, ça va bien tant que la victime ne bouge pas. Quand vous avez une victime qui est agitée, particulièrement sous l'emprise de l'alcool, on se pose la question s'il vaut mieux la maintenir la tête ou s'il vaut mieux le laisser. Donc là, je n'ai presque pas de possibilité scientifique de vous répondre là-dessus. Pour l'instant, on ne sait pas trop. En tout cas, en pratique de terrain, on le voit bien que des fois, c'est difficile. Hein, et il ne faut pas s'opposer, il ne faut pas non plus qu'en maintenant la tête, la victime force contre vos mains, parce qu'alors, pour le coup, ça entraînera un déplacement du rachis. C'est pour ça que je préconise plutôt le fait d'expliquer à la victime de ne pas bouger. Éventuellement, si elle bouge et qu'elle a mal, elle va s'y limiter elle-même. Maintenant, bon, si la victime ne bouge pas trop, que vous maintenez la tête à 2 mains, ça ne pose pas de problème. Merci pour ces précisions. Une question nous vient sur l'adaptation des techniques d'immobilisation dans le cadre de la prise en charge d'enfants. Est-ce que ce sont les mêmes techniques ou elles sont adaptées? Le principe est le même. De toute façon, le principe est le même. Je ne vois pas du tout quel est le problème à ce niveau-là. Après, vous pouvez utiliser des outils qui sont adaptés à l'enfant. Hein. Les petits-enfants, si vous prenez par exemple les attelles, les attelles à dépression que l'on utilise pour les membres inférieurs, elles peuvent être utilisées pour immobiliser des petits-enfants quand ils y rentrent dedans, quoi, je veux dire. Je ne vois pas du tout la question. Donc finalement, ce n'est pas tellement la technique qui est immobilisée, mais c'est plutôt le matériel qui peut être adapté au gabarit de la victime. Un matériel adapté. Mais après, il y a beaucoup d'enfants qu'on immobilise dans un matériel à dépression adulte. Ma foi, ça marche bien. Et après, on ne va pas non plus multiplier les outils, hein, qui peut le plus, peut le moins. Après, effectivement, si on a vraiment des petits-enfants, c'est vrai que ça nous on les immobilise à ce moment-là dans les attelles des membres inférieurs, qui sont des attelles à dépression des membres inférieurs. Mais sinon on utilise un outil adulte et ça marche bien. Hein.
Merci. En présence d'une victime qui présente une détresse respiratoire avec un traumatisme du rachis, est-ce qu'on doit l'immobiliser? La priorité est à la détresse respiratoire. Priorité à la détresse respiratoire. C'est-à-dire là, pour le coup, il faut lui donner de l'oxygène. Parce que si se met en hypoxie, vous aggravez son traumatisme médulaire s'il existe. Donc, c'est priorité à la détresse ventilatoire. S'il ne peut pas maintenir la position allongée, il va falloir le mettre en position demi-assise. Vous y allez délicatement, parce que vous pensez effectivement qu'il y a la possibilité d'un traumatisme éventuellement du rachis, mais on est toujours sur une suspicion d'un traumatisme du rachis, alors que vous êtes certain qu'il y a une détresse ventilatoire. Merci Daniel. Une question plutôt sur de l'anatomie. Lorsqu'un traumatisme du rachis est présent, s'il y a une notion de compression ou d'hyperextension, est-ce qu'il y a forcément une déchirure ou une compression des muscles associés? Il peut y avoir, oui, oui, tout à fait. Ça dépend, ça dépend de la violence du choc, parce que souvent, c'est au moment du choc que se créent les lésions osseuses. Les lésions osseuses, les lésions articulaires, c'est au moment du choc qu'elles vont se créer. Et je vous l'ai dit, on a beaucoup de difficultés à dire si secondairement, les lésions médulaires qui apparaissent, elles sont liées au transport, ou si en fait c'est la lésion qui s'est aggravée secondairement. Alors après, effectivement, il existe des mécanismes normaux, c'est-à-dire que lorsque vous avez une lésion au niveau d'une articulation, au niveau du rachis, les muscles qui sont qui se situent en postérieur et en latéral de la moelle se contractent immédiatement. Sauf s'il y a une atteinte paralytique. Mais sinon, ils vont se contracter, ils deviennent durs comme de l'os, je veux dire. Et d'ailleurs, c'est souvent ces muscles-là qui sont douloureux. Le phénomène douloureux est souvent créé aussi par la contracture musculaire. C'est le cas, mais ce n'est pas traumatique, lorsque vous faites un lumbago, vous faites une sciatique. La plupart du temps, le disque va comprimer effectivement un nerf, et pour maintenir tout ceci, les muscles vont se contracter, et c'est ça ce qui crée la fameuse douleur dans la barre, dans le dos. C'est en fait une douleur musculaire. Merci. Quand on a dans les complications, tu parlais de l'augmentation de la pression intracrânienne lors de la pose d'un collier cervical. Est-ce qu'elle peut être à l'origine ou aggraver un accident vasculaire cérébral chez une personne qui présente également un traumatisme du rachis? Alors, je ne vous parlerai pas de l'AVC, là, du coup, parce que, bon, la probabilité, enfin, ça peut arriver, on peut tout voir, hein, on peut tout voir, mais la probabilité qu'il y ait un accident vasculaire cérébral et un traumatisme du rachis, bon, il faudrait qu'en même temps, il y ait une chute et éventuellement un traumatisme du rachis, mais sur un accident vasculaire cérébral, la plupart du temps, la paralysie, elle est à droite ou à gauche, alors que dans le traumatisme du rachis, la paralysie, elle est avec un niveau supérieur, elle est en dessous d'un niveau qui est plus ou moins haut en fonction du niveau de la lésion au niveau du rachis. Par contre, sur un traumatisme du crânien, oui. Un traumatisme du crânien inconscient, ces victimes inconscientes qui ne bougent pas avec un collier cervical autour du cou, vous aggravez le traumatisme crânien, ça c'est clair. Hein. Vous élevez la pression intracrânienne. Or, il faut quand même se souvenir que lorsque vous avez un traumatisme crânien, la partie du cerveau traumatisée perd ses mécanismes d'autorégulation vasculaire, et donc la pression à l'intérieur des vaisseaux, elle est dépendante de la pression intracrânienne. Si la pression intracrânienne s'élève, le sang ne circule plus dans les vaisseaux, et donc la partie du cerveau, elle n'est plus du tout oxygénée. Donc du coup, ça aggrave le traumatisme crânien, oui. Merci. Une situation qui est posée par des personnes qui font des postes de secours, notamment avec des jockeys. Et donc, lorsque le jockey chute, il est demandé systématiquement de les immobiliser dans un matelas immobilisateur à dépression Oui. lorsqu'ils se plaignent de douleurs au niveau du dos. Est-ce que cette pratique est bonne? Écoutez, si on regarde l'algorithme, si mes souvenirs sont bons, les chutes de cheval font partie de l'algorithme. Et si vous avez donc vous avez un traumatisme violent, vous avez du fait de la chute de cheval, et si en plus vous avez comment vous dire un signe vertébral, c'est-à-dire une douleur vertébrale, alors pour le coup, oui. Alors après, et ça on le verra peut-être, après, attention, dans certaines situations, quand vous parlez des jockeys, on est sur des sujets qui sont jeunes. On est sur des sujets qui sont jeunes. Donc, il n'y aura pas beaucoup de complications liées à l'immobilisation sur un matelas à dépression. Il n'y en aura d'ailleurs pas du tout.
Pas du tout. Donc, s'il n'a pas d'autres lésions et s'il n'a pas de détresse qui serait prioritaire, de l'immobiliser sur un matelas immobilisateur à dépression, c'est une bonne technique. Et d'ailleurs, je pense que c'est celle qui est recommandée par la société de ce sport. Hein. Vous avez des sociétés, notamment, vous avez le rugby, vous avez certaines sociétés de sport qui recommandent pour leurs joueurs ou pour leurs acteurs de terrain, des conduites à tenir spécifiques. Mais celles-ci, elles sont étudiées dans le cadre de leur activité avec une population qui est bien identifiée. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir effectivement des recommandations faites par ces sociétés-là et qu'on vous demande d'appliquer. Ça ne pose pas de problème à ce moment-là. On respecte la recommandation qui est donnée par ces sociétés parce que c'est souvent d'ailleurs le staff médicaux et souvent d'ailleurs au niveau international qui ont étudié les lésions et qui, dans ce cadre-là, préconisent effectivement d'immobiliser les jockeys qui chutent de cheval parce que le risque de traumatisme du rachis et de lésions médulaires est élevé. Quoi. Merci Daniel. Bon, compte tenu de l'heure et de la multitude encore de questions qui arrivent, on essaye de les compiler et de répondre directement. Et du coup, je laisse la suite à Cédric pour Alors, je vais quand même cette session. terminer avec le cas, parce que le cas, il faut quand même terminer avec notre cas. En fait, c'est un cas réel, je vous dis, qui a quand même été difficile parce qu'on n'avait pas de notion de traumatisme. En fait, c'était une chute de 3 étages. En fait, il était tombé dans les escaliers, il était passé au milieu des escaliers. Et donc, on avait effectivement un patient qui présentait un traumatisme du rachis avec une fracture vertébrale déplacée en plus, et qui est apparu en 2 temps. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas de manifestations neurologiques, et les manifestations neurologiques sont apparues en 2 temps, avec une impossibilité de se bouger, notamment l'impossibilité de prendre son téléphone, ce qui effectivement a amené un examen neurologique. Et les lésions, alors il n'avait pas que ça, il avait effectivement une lésion du rachis, il avait une lésion il avait une fracture de côte, fracture de la clavicule, enfin, c'était quand même un traumatisé grave, et pourtant quand on regardait les autres lésions, on n'avait que des traces de contusion. C'est après le scanner entier qui a révélé toutes les autres contusions, toutes les autres lésions. Donc, vous voyez, des situations qui sont difficiles quand on n'a pas l'histoire de la maladie, comme on dit, ou le mécanisme de l'accident. On est arrivé, on nous appelait pourquoi? Pour quelqu'un qui avait trop bu, qui voulait dormir et qui a trouvé une porte ouverte et qui finalement s'est installé sous l'escalier. En fait, pas du tout. C'était le voisin du 3e qui avait chuté de 3 étages. Voilà. Donc, il fallait effectivement l'immobiliser sur un moteur immobilisateur à dépression après l'avoir relevé à l'aide d'un brancard cuir. Merci beaucoup, Daniel. Comme quoi, ben voilà, en fait, le bilan, tout en découle. Merci beaucoup, Daniel. Merci à toutes et tous d'être venus sur cette visio. On va se donner rendez-vous. Alors, on vous a mis une petite slide. Voilà, rendez-vous le 23 novembre prochain, même jour, même heure, donc un jeudi à 19h30, pour les affections liées au froid. Et cette visio sera animée par le docteur Jean-Pierre Esterny, qui est médecin également, pas très loin de chez Daniel, d'ailleurs, en Occitanie. On a oui, non, pardon, en PACAC. C'est le Je vais y arriver. président de la région PACA, mais qui est aussi le médecin territorial du 13. Exactement. Je confonds le PACA et l'Occitanie. Je vais me faire agresser dans les Google Forms. Merci en tout cas. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de fin de visio pour avoir vos retours. J'en ai lu quelques-uns. C'est très précieux. Vos retours sont très précieux. Donnez-nous nos idées. Je sais que vous avez parlé beaucoup de l'accident vasculaire cérébral. Sans vouloir spoiler, sachez que la vidéo de l'accident vasculaire cérébral arrivera dans les prochains mois. Pas le mois de décembre, mais de mémoire, c'est pas au mois de novembre, mais au mois de décembre, je crois, de mémoire. Je laisserai Daniel revenir vers vous et puis de toute façon, on fera un point là-dessus. Merci beaucoup. N'oubliez pas le petit questionnaire. On vous a mis un petit QR code pour pouvoir le flasher si vous êtes sur téléphone ou si vous êtes sur ordinateur plutôt, parce que sur téléphone, c'est plus compliqué. Vous l'avez en gros, comme ça, vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain, le 23 novembre, à partir de 19h30 sur Zoom. On vous enverra l'invitation. Si vous êtes déjà inscrit sur cette session, sachez qu'on va garder le même formulaire à partir de maintenant. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous réinscrire, mais vous pouvez envoyer le lien du formulaire à vos amis, vos connaissances et les personnes qui sont intéressées par le domaine du secours. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir.